Vos places, s'il vous plaît. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Valérie Lacroute. Monsieur le Premier ministre, des mesures catastrophiques sont annoncées dans votre projet de loi de financement de la sécurité sociale. Remise en cause de la prime à la naissance, remise en cause du congé parental, baisse de l'allocation pour les enfants entre 14 et 16 ans, soit 4 500 € pour une famille de 3 enfants, décalage du versement de la prestation d'accueil du jeune enfant, et j'en passe. Hier, vos réponses à nos questions ont été plus qu'approximatives. Et cerise sur le gâteau, on apprend ce matin que le président du groupe socialiste veut moduler les allocations familiales en fonction des ressources. Monsieur le Premier ministre, depuis 1945, notre système d'allocation familiale repose sur le principe intangible d'universalité, qui a toujours fait consensus, à gauche comme à droite. Nous avons été scandalisés par cette annonce de mise sous condition de ressources qui remet en cause ce principe essentiel de notre pacte républicain. Nous avons été choqués d'entendre que le rapporteur du projet de loi de la sécurité sociale, Gérard Bas, considère les allocations familiales comme de l'argent de poche pour certaines familles. Les allocations familiales ne sont pas un revenu complémentaire. S'il vous plaît. Distribué parce que vous avez tel ou tel revenu, mais parce que vous avez des enfants. Et ce n'est en aucun cas de l'argent de poche. Il n'y a pas d'enfants de riches et pas d'enfants de pauvres. Il n'y a que des enfants. Depuis 2 ans, vous détruisez la politique familiale. Plutôt que de vous attaquer aux familles, remettez en question la gratuité de l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. Allez, s'il vous plaît, on va avoir une séance calme. Quel est votre objectif, monsieur le Premier ministre? Réduire l'autonomie des femmes ou tout simplement les renvoyer dans leur foyer? Merci, madame. La parole est à madame Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Lacroute, je comprends que vous souhaitiez que du projet de loi de financement de la sécurité sociale, on discute exclusivement de la branche famille. Je vais donc répondre à cette question que vous venez de nous poser. Vous ignorez peut-être que l'accueil de l'enfant et le soutien aux familles ne se déploient pas que dans la branche famille et dans la caisse d'allocation familiale. L'ensemble des politiques publiques qui sont mobilisées pour l'accueil des enfants et le soutien aux familles est aujourd'hui entre 80 et 120 milliards si l'on globalise à la fois les avantages de la politique fiscale, l'action des collectivités locales et territoriales, l'ensemble des prestations servies aussi bien pour le logement des familles que pour aussi l'accueil des jeunes enfants de moins de 3 ans d'éducation nationale. Et je n'inclus pas dans cette réponse l'effort sans précédent fait encore cette année par le gouvernement en matière d'accueil des enfants et de formation des enfants par l'éducation nationale. Ceci pour vous dire, Madame la députée, que sans sous-estimer les 700 millions d'euros demandés cette année à la branche famille, il convient aussi de les relativiser à l'aune de cet engagement de 120 milliards que déploie l'État. Je voudrais enfin vous dire que vous avez évoqué la proposition faite par le président du groupe socialiste d'un débat sur la modulation. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale que nous proposons conserve et protège l'universalité des prestations familiales. Néanmoins, pour bien défendre notre politique familiale, il n'y a pas de débat tabou, pas de débat interdit. Cette proposition est faite par le président du groupe socialiste. Ce n'est pas celle du gouvernement, mais je pense qu'elle donnera lieu à l'Assemblée nationale à un très beau débat sur notre politique familiale, ses qualités, son excellence et le moyen de la faire évoluer dans le cadre dans lequel nous sommes de redressement des comptes publics. Merci. La parole est à monsieur Yves Blin. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Le CICE, ça marche. C'est la conclusion de 2 rapports publiés la semaine dernière, l'un par France Active, chargé de son évaluation, l'autre par la mission d'information présidée par notre collègue Olivier Carré et dont j'étais le rapporteur. Après une première période d'appropriation, après avoir acquis la conviction que le CICE était bien installé dans la durée, les entreprises françaises montrent qu'elles ont bien reçu le message et veulent utiliser le crédit d'impôt pour investir, préserver et développer de nouveaux emplois. Certaines évolutions du CICE sont attendues.
par toutes les entreprises qui pourraient faire valoir leurs créances dès le paiement de leur acompte IS, par les entreprises ayant opté pour l'imposition forfaitaire avant sa création, par l'économie sociale dont la compétitivité est déséquilibrée dans certains secteurs, tels que l'aide à domicile ou les activités éducatives. Le CICE doit également être promu comme un outil d'enrichissement du dialogue social, auquel contribuera la mise en place des observatoires paritaires régionaux. De plus, comme sa destination sera parfaitement identifiée dans les comptes, il pourra être l'objet de discussions sur la stratégie de l'entreprise, ses projets et ses perspectives. En 2015, puis les années suivantes, le regain de compétitivité et d'investissement de nos entreprises aura enfin des effets positifs sur l'emploi. Ma conviction, celle de nombreux acteurs de l'économie, c'est que le CICE a vocation à fusionner avec d'autres dispositifs et à être transformé en un allègement massif de charges, encore plus lisible, et être ainsi définitivement ancré dans la structure des coûts de notre économie. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Premier ministre, quel bilan vous faites de cette première étape de montée en charge du CICE et quelles sont les perspectives de moyen terme pour ce dispositif central du pacte de solidarité et de responsabilité? Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Yves Blein, 2 rapports, vous l'avez dit, dont celui auquel vous avez contribué avec beaucoup d'autres parlementaires de tous ces rangs, ici même, 2 rapports démontrent clairement, pour reprendre votre expression simple, claire, que le CICE, ça marche. Ça marche d'abord parce que c'est une réalité dans le compte des entreprises. Les entreprises en avaient besoin et donc depuis mai dernier, elles ont pu, d'une manière ou d'une autre, inscrire dans leur compte, parfois toucher le chèque qui leur permet de disposer de l'ordre de 11 milliards d'allègement de charges, d'allègement de cotisations calculées sur les salaires. C'est une somme considérable. Jamais une telle somme n'avait été mise en jeu et donc il faut que chacun sache que c'est devenu une réalité. Vous faites un certain nombre de propositions de simplification ou d'évolution. Ces propositions sont bienvenues parce que, évidemment, quand on regarde les choses un peu précisément, il est possible d'apporter un certain nombre d'améliorations. Mais je voudrais, après vous, passer 2 messages. Le premier message, c'est que le CICE, c'est cette année, mais ce sera l'année prochaine et encore plus, puisque ce sont à peu près 6 milliards de plus qui seront rajoutés au cours dans le budget de 2015, donc ce sont aux alentours de 12 milliards qui seront à la disposition des entreprises. Ça marche, ça continuera en 2015 et ça continuera ensuite. Ça n'est pas un coup, c'est pour une longue durée et donc les entreprises doivent s'inscrire dans la durée pour mobiliser au profit de l'investissement et de l'emploi ce CICE. D'ailleurs, votre rapport a démontré que c'était bien ça la volonté des entreprises, l'investissement et l'emploi. Mon deuxième message, c'est le dialogue social. Oui, cela doit être discuté dans les entreprises, cela doit être discuté dans les régions, cela doit être discuté au niveau national, car le suivi de l'utilisation des sommes est d'intérêt général et concerne tout le monde. Merci. Mes chers collègues, je salue la présence dans les tribunes de Mme Tong Phi Phong, vice-présidente de l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, accompagnée d'une délégation de cette Assemblée. Merci. La parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Éducation nationale, vous avez annoncé il y a quelques jours les principes de la refonte de l'éducation prioritaire. Elle est indispensable car la France est la championne OCDE des inégalités scolaires. Mais pour les malheureux perdants, la nouvelle d'une sortie risque de susciter une très grande amertume chez les parents d'élèves et les enseignants concernés par cette disqualification, surtout si celle-ci leur paraît injustifiée. Le ministère s'est basé sur un indice social obtenu en croisant 4 critères sociaux réputés transparents et scientifiques qui peuvent, comme tous les critères statistiques, faire l'objet de critiques sur le plan méthodologique. Maire d'une commune classée en ZEP où 80% des emplois privés sont saisonniers, j'apprends que je croule sous les CSP+, car être moniteur de kayak 2 mois d'été et de ski 4 mois d'hiver vous classe dans une catégorie supérieure, même avec 6 mois de chômage. Le pourcentage d'élèves en retard à l'entrée en 6e pose aussi interrogation. C'est justement parce que ces écoles bénéficient de moyens supplémentaires que l'on fait moins redoubler les élèves, notamment dans les ZEP rurales.
Enfin, le taux de boursiers est à prendre avec beaucoup de précaution. Le chiffre peut grandement varier d'une année sur l'autre quand, par exemple, la commune compte de nombreux logements sociaux avec un fort turnover ou d'un établissement à l'autre, les ZEP rurales n'ayant que rarement d'assistantes sociales à plein temps pour remplir les dossiers. Je suis conscient de la priorité qui a été accordée au budget de l'éducation nationale, priorité réaffirmée en 2015 malgré un contexte difficile. Je suis aussi conscient que l'augmentation du nombre de postes d'enseignants a permis depuis 2012 d'enrayer la spirale de la fermeture des classes ou des écoles rurales. Mais pouvez-vous, Madame la Ministre, nous préciser les choses sur ces critères au cœur de cette réforme, car les élus sont soucieux de leurs effets, notamment sur les territoires ruraux. Quelles concertations vont être menées sur les territoires avec la communauté éducative, les élus, les parents d'élèves, pour la redéfinition de la carte de l'éducation prioritaire? Quels moyens vont subsister pour les établissements qui sortiront du système? Quelle place va être celle de la ruralité et de la montagne dans la réforme plus globale de l'allocation des moyens? Et enfin, peut-on généraliser sur ces territoires les conventions pour l'aménagement du territoire scolaire à l'image du Cantal? Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Giraud. Oui, nous réformons l'éducation prioritaire, d'abord parce que ces résultats mitigés ces dernières années nous conduisent à repenser les moyens de la faire réussir, tout simplement, et notamment, c'est ce que nous faisons depuis 2012, en revalorisant véritablement le travail des enseignants sur place et en accompagnant les élèves, les enfants, dès le plus jeune âge, y compris avant l'âge de 3 ans. Mais nous la réformons aussi parce qu'il s'agit de s'adapter à une réalité sociale et qu'aujourd'hui, la carte de l'éducation prioritaire est assez déconnectée de la réalité des difficultés sociales. Pour la réactualiser, nous nous appuyons sur un indice social que vous avez rappelé, qui a vocation à mesurer la difficulté sociale, notamment grâce à la proportion de catégories socio-professionnelles défavorisées et au taux de boursiers. C'est un indice qui a l'avantage de l'objectivité, de la transparence aussi. Et il est avéré malheureusement que ces difficultés sociales ainsi mesurées sont souvent corrélées à un échec scolaire important. C'est pour cela que nous faisons l'éducation prioritaire. Nous faisons aussi en sorte de prendre en compte la réalité de terrain. J'ai demandé au rectorat d'ouvrir la concertation avec les élus locaux, et vous êtes concernés, pour ajuster cette nouvelle carte au plus près de la réalité. Dans ce cadre, donc, vous avez raison, il y a des établissements qui sortiront, d'autres qui rentreront, c'est le principe d'une réforme. Je veillerai à ce que rien ne se fasse brutalement, y compris en prévoyant dans les établissements sortants que les enseignants puissent continuer à bénéficier de leurs indemnités pendant les 3 ans qui viennent, de leurs indemnités liées à l'éducation prioritaire, et que la sortie se fasse en sifflet. Mais je ferai en sorte surtout que ça ne se fasse pas brutalement, en réalité en conduisant une autre réforme encore que celle de l'éducation prioritaire, c'est celle plus générale de l'allocation des moyens par académie pour correspondre à la réalité du profil sociologique de chaque établissement, dans chaque territoire, y compris en zone rurale, que j'ai évidemment bien à l'esprit. Et à ce sujet, je terminerai en vous disant que la jurisprudence Cantal, puisque vous l'évoquez, vous est ouverte. Nous vous disons que nous sommes à votre disposition si vous travaillez à restructurer le réseau des écoles pour faire en sorte que les effets de la démographie soient annulés pour partie. La parole est à monsieur Jean-Philippe Nilor. Madame la ministre des Outre-mer, la politique d'aide à l'amélioration de l'habitat, qui avait suscité beaucoup d'espoir en 2011 avec la loi relative au logement indigne Outre-mer, essuie déjà un échec patent en Martinique. En effet, la faiblesse de la LBU par rapport aux autres territoires, l'incapacité des propriétaires à financer au moins 20% du coût de l'opération et l'interprétation restrictive de la dégradation du bâti par la DEAL excluent les plus démunis des dispositifs existants, condamnant ainsi près de 8000 logements à l'insalubrité. Pire, 70% des constructions ont un potentiel amiante. Des bâtiments publics, écoles, hôpitaux sont aussi touchés. Plus de 3000 produits contenant de l'amiante ont été utilisés pour les toitures, les façades, les cloisons, les peintures, les réseaux d'assainissement, etc. Des lotissements en accession sociale à la propriété, cofinancés par l'État jusqu'en 1997, sont chargés d'amiante. Et des familles nécessiteuses sont contraintes aujourd'hui de financer le désamiantage de leur maison avec une aide plafonnée à 9 000 € quand les travaux atteignent allègrement 45 000 €. À l'évidence, les risques sanitaires n'ont pas été objectivement mesurés. Je ne me contente pas de révéler un nouveau scandale, je suis aussi porteur de propositions. Généraliser la production du document technique amiante. Reconsidérer le plafond de 80% de financement public, notamment en cas de présence d'amiante. Domicilier une déchetterie de classe 3
pour réduire le coût du désamiantage impacté par les tarifs du transport systématique des déchets vers la France. Madame la ministre, au-delà des 7 objectifs énoncés le mois dernier et traduisant votre ambition pour l'habitat outre-mer, quels moyens concrets entendez-vous développer pour remédier aux carences de la politique du logement social en Martinique? Merci. La parole est à Madame Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Philippe Nilor, vous m'interrogez sur les questions relatives aux aides au logement à la Martinique et notamment sur les problèmes rencontrés en matière de résorption de l'habitat indigne ou du désamiantage. Vous le savez, ce gouvernement a pris à bras-le-corps la question du logement et j'ai présenté récemment les grandes orientations d'un plan logement adaptant dans les Outre-mer les programmes gouvernementaux. Adaptation des financements, octroi des garanties, stratégie foncière, maîtrise des coûts de construction et des loyers de sortie, transition énergétique, telles sont les priorités que j'ai fixées qui donneront lieu à des engagements de l'État envers ses partenaires. Vous avez attiré mon attention tout particulièrement sur ce qui concerne le plafonnement des aides à 80%. Mais je dois dire que chaque préfet dispose d'une possibilité d'apprécier une situation en fonction du contexte local et je pense que c'est ce qui sera fait. Par ailleurs, vous m'indiquez que les règles peuvent aboutir à l'abandon de certains projets de réhabilitation. Par conséquent, effectivement, il faut réévaluer cela dans le cadre du plan logement outre-mer. Mais je dois dire que, à mon avis, la Martinique n'est pas particulièrement maltraitée en ce qui concerne la LBU. S'agissant du désamiantage des logements, je partage votre analyse sur les surcoûts existants. Et l'une des sources, effectivement, de ce surcoût, c'est l'absence de filière de traitement de l'amiante dans les Outre-mer. Donc il faut qu'on regarde cela avec la ministre de l'Écologie et il faut trouver une solution permettant de répondre à cette carence. Et enfin, je voudrais réaffirmer la priorité allouée à l'amélioration de la lutte contre l'habitat indigne, qui est un vrai souci dans les Outre-mer. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Dino Cinieri. Monsieur le Premier ministre, je voudrais associer à ma question Damien Abad et Paul Salende. Monsieur le Premier ministre, vous promettiez une relance du pouvoir d'achat, mais les Français ne peuvent une fois de plus que constater les nouvelles incohérences de votre majorité. Vous prétendez ne pas augmenter les impôts, mais le taux de prélèvement obligatoire reste incroyablement élevé pour 2015 et malgré vos annonces en trompe-l'œil, rien ne baisse dans le budget que vous nous proposez. Hausse de 4 centimes par litre d'essence, hausse historique de 15,2% du prix du timbre, hausse de la redevance télé qui, d'après le président Hollande, devrait même toucher les tablettes et les smartphones, hausse de la taxe de séjour pour l'hôtellerie. En ce début d'automne, alors que nos concitoyens ont reçu leur avis d'imposition, c'est cela que vous leur promettez pour 2015, sans oublier le matraquage des familles. Prime de naissance divisée par 3 à partir du deuxième enfant, soit 600 € de moins pour les jeunes parents. Baisse du montant du complément de mode de garde pour 20% des familles. Report de la majoration des prestations familiales, soit une perte de 1 560 € pour les familles. Monsieur le Premier ministre, arrêtez vos beaux discours lénifiants et vos effets d'annonce sur les baisses d'impôts. Il faut passer aux actes. La suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu va faire encore plus peser l'effort sur les classes moyennes, alors qu'il faudrait les soulager. Allez-vous enfin lutter contre la fraude aux prestations sociales au lieu de pénaliser les familles qui sont l'avenir de notre pays? Qu'allez-vous faire pour les 1 200 000 Français, soit 20% de plus en 2 ans, qui ont dû demander à leur centre d'impôt un délai de paiement ou emprunter auprès des banques? Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, vous faites des amalgames en rassemblant dans une même question un certain nombre de sujets qui ne dépendent pas toujours du projet de loi de finances qui est en train d'être examiné par la Commission des finances en ce moment. J'évoque notamment la taxe de séjour, je répète, qui relève de la responsabilité des collectivités territoriales, ou le prix du timbre qui, vous le reconnaîtrez, n'est pas inscrit dans un projet de loi de finances. Mais néanmoins, je voudrais vous répondre et insister sur le fait, et vous l'avez dit, que dans ce projet de loi de finances,
et dans l'ensemble des textes qui vous sont proposés, pour la première fois, les prélèvements obligatoires diminueront. Vous nous avez habitués à des hausses des prélèvements obligatoires. C'est la première fois que ces prélèvements obligatoires vont diminuer. Et puis, vous avez fait allusion à la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu. Là encore, vous avez raison. Nous supprimons la première tranche de l'impôt sur le revenu. Et je voudrais insister sur ce point, puisque vous laissez entendre que les uns paieraient pour les autres. Comment est financé les 3,2 milliards de réduction d'impôts? Madame Pécresse, vous le savez, premièrement, il s'agit de remettre la réduction d'impôts qui a été déjà votée par votre Assemblée en 2014 au moment de la loi de finances rectificative et, ça ne vous a pas échappé, de remettre, je dirais, dans la réduction d'impôts les 2 milliards que le Conseil constitutionnel ont annulés qui étaient prévus sous la forme d'une réduction des cotisations salariales. Donc il n'y aura pas, Madame Pécresse, Monsieur le député, il n'y aura pas de prélèvements supplémentaires sur les classes supérieures, si j'ose dire, pour financer cette réduction d'impôts, contrairement d'ailleurs à ce que vous aviez fait, où la plupart du temps vos dépenses étaient financées par l'emprunt. Telle est la volonté du gouvernement et telle sera la réalité. Merci. La parole est à Monsieur Paul Molac. Monsieur le Premier ministre, ma question concerne l'accord économique et commercial entre l'Union européenne et le Canada et j'y associe ma collègue Danielle Auroi, présidente de la Commission des affaires européennes de notre Assemblée. L'hypothèse a priori retenue à ce jour par la Commission européenne est celle d'un accord non ratifié par les parlements nationaux. Cet accord commercial fait pourtant peser de nombreuses craintes sur les services publics, la santé, l'environnement et le secteur agricole. Pour l'agriculture, l'accord sur la question des quotas d'importation de la viande bovine est une véritable menace de déstabilisation des filières d'élevage européennes. De même, sur les OGM, ce projet suscite de grosses réserves, sachant que le Canada était le premier pays à les cultiver à grande échelle. Au-delà de ces questions déjà fort préoccupantes, l'accord avec le Canada inquiète d'autant plus qu'il pourrait laisser présager de dispositions d'un éventuel accord avec les États-Unis dans le cadre du TAFTA. Le point crucial de ce texte est bien l'inclusion d'un mécanisme de règlement des différends avec la mise en place de tribunaux d'arbitrage privés auxquels les entreprises, canadiennes ou américaines ayant une filiale au Canada, pourraient recourir pour contester les lois ou décisions publiques qui pénaliseraient leurs profits. Cela portera atteinte aux droits des États, dont la France, de réglementer dans l'intérêt général. De telles clauses dans d'autres accords ont par exemple ouvert la voie à la contestation d'une augmentation du salaire minimum en Égypte, de la sortie du nucléaire en Allemagne, ou de messages sanitaires sur les paquets de cigarettes en Australie. Cela pourrait être le cas en France, par exemple, pour l'interdiction de l'extraction des gaz de schiste. Cette clause d'arbitrage a soulevé de telles réserves dans le cadre du TAFTA que la Commission européenne a suspendu les négociations sur ce point pour le moment. Quelle est alors la légitimité de prévoir de telles dispositions dans l'accord avec le Canada? Et si l'Union européenne accepte ce précédent, pourra-t-elle défendre autre chose au cours des négociations avec les États-Unis? Je demande donc, Monsieur le Premier ministre, si le gouvernement compte s'opposer à ce type de mécanisme d'arbitrage entre les États et les investisseurs, et si le Parlement, les parlements nationaux, dont le nôtre, sera ou non associé à la décision. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, Matthias Fekl. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Molac, vous soulevez une question fondamentale concernant les négociations commerciales de notre pays. Le 26 septembre dernier, le sommet UE-Canada a conclu à la fin des négociations bilatérales. Après 5 années de longues et difficiles négociations. Et l'appréciation sur ce sujet doit se porter sur plusieurs points. La première est la nature de cet accord. Je vous confirme qu'il s'agit d'un accord mixte, ce qui signifie qu'il sera soumis à la discussion par les gouvernements et le Parlement européen, puis à une ratification des parlements nationaux dans les États de l'Union. Il y a ensuite la question de l'appréciation que nous portons sur le fond de l'accord et sur les différents secteurs qui sont ouverts. Et sur ce sujet-là, l'analyse est qu'il s'agit d'un bon accord, puisque, pour la première fois, le Canada accepte d'ouvrir ses marchés publics au niveau national, au niveau provincial, au niveau local, de manière inédite à ce stade. De la même manière,
nous avons obtenu la protection de 42 indications géographiques françaises. Là encore, avec le Canada, c'est quelque chose d'inédit. Et puis, il y a la question du mécanisme d'arbitrage investisseur-État, qui pose de nombreuses questions de fond. Vous les avez indiquées, monsieur le député. Question d'accessibilité de la justice, question du droit des États à édicter des normes et à les faire respecter, question de l'indépendance des arbitres. Ces sujets sont clairement sur la table aujourd'hui. J'aurai l'occasion d'échanger avec la représentation nationale à ce sujet, d'y associer la société civile dans un comité stratégique auquel j'ai désormais décidé d'associer la société civile et des associations comme Attac. Et vous aurez le dernier mot. Merci. La parole est à monsieur Thierry Mariani. Monsieur le Premier ministre, sur tous ces bords, on pourrait être d'accord. Il n'y a pas de déclaration. En amour, il n'y a que des preuves. Et à l'occasion de votre passage à Londres, vous avez à nouveau manifesté votre amour pour les entreprises. Et parmi vos mots d'amour, vous avez annoncé plusieurs fois vouloir ouvrir le chantier de l'assurance chômage, en évoquant les deux pistes que sont le montant des allocations chômage et la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Votre souhait est donc, si on vous croit, de remettre à plat les conditions d'indemnisation du chômage afin d'inciter les demandeurs d'emploi à reprendre le travail. Toutefois, dès ce matin, vous étiez déjà contredit par le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, pour qui, je cite, « La réforme n'est ni à l'ordre du jour, ni du gouvernement, ni de l'Assemblée, ni dans la réflexion du ministre concerné. » Et il a même ajouté que le Parti socialiste qui y était opposé, le président de l'Assemblée nationale, a également été dans ce sens-là. Alors, Monsieur le Premier ministre, on commence un peu à être habitué de ces effets d'annonce souvent peu suivis d'actes, surtout quand il s'agit de se faire applaudir à tel ou tel endroit pour ensuite revenir en arrière à la demande des parlementaires socialistes. De quoi s'agit-il? S'agit-il d'une posture afin pour vous-même de préparer l'avenir? S'agit-il de convictions ou s'agit-il de propositions que votre majorité ne suivra pas? Il y a un mois déjà, le ministre du Travail avait provoqué un tollé dans votre majorité en voulant renforcer les contrôles de Pôle emploi. Monsieur le Premier ministre, confirmez-vous, oui ou non, vouloir vraiment remettre à plat les conditions d'indemnisation du chômage? Avez-vous le soutien de votre majorité pour engager cette réforme? La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, monsieur le député Mariani, oui, comme chacun d'entre nous, je prépare l'avenir. La France est engagée dans un vaste mouvement de réformes nécessaires pour améliorer la compétitivité de notre pays. Et ces réformes, elles doivent concerner aussi notre marché du travail. Pas besoin de réagir à tel ou tel titre de la presse pour le rappeler. Personne, et je dis bien personne, ni majorité, ni opposition, ni syndicat, ni patronat ne peut dire que notre marché du travail fonctionne bien. Il faut donc des réformes. Et depuis des ans, nous en avons conduit d'importantes avec une méthode, le dialogue social. Ça a été le cas pour la sécurisation de l'emploi, ça a été aussi le cas pour la formation professionnelle ou sur la directive d'application sur le détachement des travailleurs pour lutter contre les fraudes au détachement, ce qui reste un sujet préoccupant et qui a été transposé dans notre droit national grâce à la proposition de loi de Gilles Savary. D'autres réformes importantes sont engagées. Je veux les rappeler rapidement. La négociation sur le dialogue social dans les entreprises, la représentativité des salariés et la question dite des seuils qui s'ouvre demain, jeudi 9 octobre, et elle doit aboutir avant la fin de l'année. L'assouplissement de l'ouverture dominicale des commerces sur les bases de la recommandation, des recommandations du rapport Bailly, qui fait actuellement, je veux le rappeler, l'objet d'une concertation et sera proposé sans doute à votre vote dans la loi que prépare le ministre de l'économie. Et puis il y a aussi la question de la réforme de la justice prud'homale, aujourd'hui trop lente et trop aléatoire en cas de rupture du conflit de travail individuel. Sur chacun de ces points, il y a la place évidemment pour le dialogue social, pour la concertation, mais évidemment le gouvernement prendra ses responsabilités. L'assurance chômage fait partie du fonctionnement du marché du travail et connaît aussi les évolutions régulières, je veux le rappeler,
à chaque négociation des partenaires sociaux qui gèrent, c'est aussi important de le souligner, ce régime paritaire. Ainsi, par exemple, le récent accord de mars 2014 a créé les droits rechargeables qui viennent tout juste d'entrer en vigueur le 1er octobre. Mais la question de l'efficacité et de l'équité des règles de ce régime se pose à chaque négociation et c'est un débat légitime. Il faut l'aborder sans caricature. Personne ne peut penser sérieusement que le haut niveau de chômage en France résulte d'un refus des chômeurs de travailler. Et cette stigmatisation est évidemment inacceptable et vous ne l'entendrez jamais dans ma bouche. Inversement, la question des devoirs des chômeurs associés à leurs droits, la question de l'accompagnement de ces chômeurs par Pôle emploi, la question de l'incitation à la reprise la plus rapide d'une activité font partie de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux auront à se les poser à nouveau lors de la prochaine renégociation de l'assurance chômage, au plus tard en 2016, au terme de la convention actuelle. À plus court terme, la renégociation de la convention tripartite État, Unédic, Pôle emploi, je l'ai d'ailleurs évoqué il n'y a pas si longtemps, sera l'occasion d'avancer dans cette direction. Comment favoriser la reprise d'emploi, réduire les offres d'emploi non pourvues, mieux accompagner les chômeurs de longue durée. Mon gouvernement veut réformer parce que notre pays l'exige, non pas parce que l'Union européenne l'exigerait, parce que c'est une exigence quand on connaît ce haut niveau de chômage depuis des années. Et cette réforme, c'est celle qui doit assurer la pérennité aussi de notre modèle social, même s'il doit se réformer et se réinventer. Nous avons une méthode, le dialogue social, le respect des partenaires sociaux, mais en même temps, il faudra avancer et le gouvernement et le Parlement auront, sur ces différents sujets, à prendre aussi leurs responsabilités. Et ces réformes, monsieur le député, vous le savez bien, vous qui représentez nos compatriotes à l'étranger, je les explique avec les mêmes mots, ceux que j'utilise ici à l'Assemblée nationale notamment, je l'explique aussi pour convaincre les partenaires étrangers, parce que j'en ai assez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de cette vision négative qui est portée trop souvent sur notre pays. Notre pays est une grande puissance, notre pays est une grande puissance économique, notre pays a toute sa place à prendre dans la compétition internationale, dans la mondialisation, elle a ses atouts, et pour être au niveau de ses atouts, pour être au niveau de cette globalisation économique, il faut réformer. Vous pouvez en tout cas être sûr d'une chose, c'est ma volonté de conduire ces réformes parce qu'elles sont utiles à la France. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Monique Iborra. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé et des Affaires sociales. Madame la ministre, partout en Europe, des mesures sont prises aujourd'hui pour faire face à la maladie qui touche durement le continent africain. Je veux parler d'Ebola. En Espagne, récemment, des réactions vives ont été suscitées. En France, une jeune infirmière, aujourd'hui guérie, a été prise en charge avec rapidité et efficacité. Partout en Europe, et dès la moindre suspicion du virus, les mesures de sécurité maximale sont en vigueur. Néanmoins, l'inquiétude grandit chez certains de nos concitoyens et il nous semble que la situation exige une très grande transparence. C'est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, nous souhaiterions connaître les dispositifs et les dispositions prises en France par le gouvernement pour faire face à une éventuelle arrivée du virus dans notre pays. Merci, Madame. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Monique Iborra, l'Afrique est durement touchée et jour après jour, le bilan s'aggrave. Ce sont plus de 8000 personnes qui déjà ont été touchées et on déplore 4000 décès. Et sans doute ce bilan est-il sous-estimé. Pour cette raison, la France envoie des moyens importants en Afrique pour aider à combattre la maladie là où elle tue fortement. Mais vous avez raison, des cas ont été identifiés aux États-Unis. Une aide-soignante a été contaminée en Espagne. Dans ce contexte, des inquiétudes peuvent apparaître et je les entends. Madame la députée, je veux vous dire de la manière la plus transparente qui soit qu'il n'y a pas de cas d'Ebola sur le territoire français à l'heure à laquelle je vous parle.
Le risque zéro n'existe pas. Et pour cette raison, nous sommes mobilisés depuis des mois. Nous avons fait en sorte d'identifier 12 centres hospitalo-universitaires capables de prendre en charge des malades dans des conditions de sécurité maximale, comme cela a été le cas à l'hôpital Bégin pour la jeune infirmière dont je salue la guérison. Et je veux dire que le professionnalisme des équipes soignantes de Bégin a été tout à fait remarquable. Nous avons mis en alerte renforcée le réseau de surveillance de l'Institut national de veille sanitaire qui fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour répondre aux professionnels de santé et identifier d'éventuelles situations qui pourraient inquiéter. Madame la députée, nous sommes mobilisés. Toutes les informations seront données. Toute la transparence sera toujours faite, comme je l'ai indiqué, comme je l'ai fait à propos de la jeune infirmière qui a été soignée. Nous sommes mobilisés, Merci. Madame la députée. La parole est à Monsieur François-Xavier Villain. Monsieur le Président, merci. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il ne vous échappe pas que la méthode par laquelle votre gouvernement met en œuvre les réformes a cet extraordinaire effet de mobiliser contre ces réformes toutes celles et ceux qui y sont intéressés et toutes celles et ceux qui doivent en être les acteurs. C'est vrai de la réforme territoriale, c'est vrai du projet de réforme des professions libérales, c'est vrai enfin de la réforme des rythmes scolaires. L'absence de concertation, l'absence de pragmatisme, l'absence de bon sens sont les marques de fabrique de vos réformes. Mais je veux illustrer ce propos, qui n'est pas un propos polémique. Je veux l'illustrer par la difficulté vécue au quotidien quant à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Les difficultés de la mise en œuvre des rythmes scolaires sont nombreuses et je ne voudrais ne parler que d'une seule, qui est la difficulté de l'accueil des enfants en situation de handicap. Dans ma ville où j'ai recruté 120 animateurs pour 1800 enfants, 120 animateurs pour 1800 enfants, 40 de ces enfants en situation de handicap bénéficient d'une assistance à la vie scolaire. Ces professionnels compétents n'interviennent évidemment que dans le temps scolaire. Et rien n'a été imaginé, pensé, anticipé pour accueillir ces enfants dans les temps périscolaires. Sans accompagnement, cet accueil est évidemment impossible. Les services de l'éducation nationale ne savent que répondre. Aucune concertation n'est engagée. On a compris le sens de la question. Je donne la parole à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Bon, d'abord, je pense que nous sommes tous ici, quels que soient les bancs, attachés à ce que l'école soit plus inclusive, en effet, et qu'elle accueille et qu'elle s'adapte à la situation de tous les enfants, en particulier des enfants en situation de handicap, ce qui signifie pas simplement leur ouvrir les portes, mais aussi mettre des adultes à leur disposition qui puissent les accompagner au quotidien. C'est ce que nous faisons. Nous sommes sans doute tous d'accord ici, mais c'est la première fois avec la loi de refondation de l'école en 2013 que les textes inscrivent le principe d'une école inclusive. Et nous en voyons d'ailleurs les conséquences pratiques très vite, puisque en cette rentrée 2014, nous avons recruté 350 AVS de plus. Nous allons en recruter autant à la rentrée 2015. Et que surtout, au-delà du nombre de personnels nouveaux, nous faisons en sorte que les actuels AVS, qui étaient en contrat précaire, en CDD, soient CDIsés. Et ce sera dès cette rentrée 5 000 d'entre eux qui pourront l'être et 28 000 en quelques années. Donc ça veut dire une plus grande professionnalisation, une plus grande qualification et donc plus de sécurité pour les élèves ainsi accueillis. Mais monsieur le député, vous m'interrogez sur le temps périscolaire. Je rappelle ici que les activités périscolaires relèvent de la responsabilité des communes. Mais bien entendu, elles doivent ces activités périscolaires comme n'importe quel service public respecter l'égalité entre les enfants, qu'ils soient ou non en situation de handicap. Tout cela pour vous dire, monsieur le député, que mon ministère, j'en prends l'engagement ici,
est tout à fait prêt à faciliter la mise à disposition des AVS que nous avons formés, qualifiés, CDIsés, pour les collectivités qui accepteront de les embaucher sur le temps périscolaire pour leur permettre de faire une journée entière à suivre les mêmes enfants. Ce qui me donne l'occasion d'inviter chacune des communes concernées par les rythmes périscolaires, donc par les rythmes scolaires, à s'inscrire dans un projet éducatif local, tant il est vrai qu'on sera collectivement meilleur si on travaille ensemble. Merci. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe mes collègues UMP bretons. Monsieur le Premier ministre, votre ministre des Transports vient d'indiquer que l'entrée en vigueur de la nouvelle écotaxe, désormais baptisée péage de transit poids lourd, serait une nouvelle fois repoussée. Sage décision pour un projet qui coûtera 600 millions d'euros par an aux entreprises de production, dont seulement 14% seront payés par les transporteurs étrangers. Avec une recette nette de 350 millions d'euros, soit une perte de 42%, quel est l'intérêt d'un tel impôt? Ce 6e report illustre votre incapacité à mettre en œuvre l'écotaxe, notamment parce qu'il vous est impossible de justifier l'obligation d'une majoration forfaitaire du prix de transport hors des routes écotaxées. D'ailleurs, comment justifiez-vous le maintien de portiques désormais situés sur des routes non écotaxées? Cela voudrait-il dire que vous voulez à terme revenir aux 15 000 km initialement prévus au lieu des 4 300 km affichés aujourd'hui? Le nouveau système annoncé de majoration de prix est tout aussi critiquable puisque les entreprises de production qui donnent à transporter se verront appliquer une majoration du prix de transport pouvant aller jusqu'à 12%. Nos agriculteurs, notre industrie agroalimentaire et bien d'autres secteurs seront une nouvelle fois lourdement pénalisés. Monsieur le Premier ministre, il ne suffit pas d'aimer les entreprises, il faut le leur montrer par des actes. Alors, allez-vous trancher entre une hausse du prix du gazole pour tous les Français, comme le propose votre ministre du Budget, ou une nouvelle taxe sur les sociétés autoroutières, comme le propose votre ministre de l'Écologie? Allez-vous faire le choix de l'emploi et abroger définitivement l'écotaxe? Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, permettez-moi d'abord de rappeler que le système de l'écotaxe a été inventé par le gouvernement de Monsieur Fillon. Et il a été signé quelques jours avant le résultat de l'élection présidentielle avec des sociétés privées à des prix totalement exorbitants, avec des profits totalement inconsidérés. Et le contenu même de votre question, dont je vous remercie, la complexité même des sujets que vous avez évoqués montre quel dispositif absurde a été mis en place, dont ce gouvernement a dû en effet réajuster pour le rendre un peu plus cohérent et un peu plus supportable. Nous avons donc réajusté, d'ailleurs grâce à des travaux parlementaires, ce système de l'écotaxe pour la transformer en péage de transit, c'est-à-dire essentiellement toucher les camions venus de l'extérieur qui utilisent nos infrastructures sans rien payer. Alors bien sûr, un certain nombre de questions subsistent et je dois vous dire, pour avoir appelé encore ce matin l'ensemble des fédérations de transporteurs routiers, que la publication la semaine dernière des super-profits des compagnies autoroutières que vous aviez privatisées d'ailleurs a mis le feu aux poudres. Donc, vous voyez le système que vous avez mis en place, le dialogue continue. Je recevrai demain matin à partir de 9h avec Alain Vidalis, le secrétaire d'État au transport, l'ensemble des fédérations de transport routier pour essayer de trouver une solution qui, cette fois, sera à la fois crédible, juste, efficace et surtout simple. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Folliot. Monsieur le Président, mes chers collègues, nul ne conteste la légitimité de la politique de protection de notre ressource en eau. Mais, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, on marche sur la tête. La décision d'étendre les zones dites vulnérables aux régions aux pratiques agricoles extensives, dans le sud-ouest en général et dans le Tarn en particulier, sera un coup fatal à l'élevage de ces territoires. Récemment, un jeune agriculteur de ma circonscription me disait avec raison:
nous obliger à investir dans un toit pour couvrir de la merde, du fumier, alors que les gens dorment dehors, c'est qu'il y a dans notre société un truc qui ne tourne pas rond. Oui, quelque chose ne tourne pas rond avec cette directive européenne. En effet, tous les pays ne l'appliquent pas de la même façon. Et en France, vérité d'hier, 40 mg par litre ne l'est plus aujourd'hui, 18 mg. Comment comprendre de tels changements de normes scientifiquement contestables, avec pour conséquence d'affaiblir dangereusement l'agriculture française. Alors que les caisses de l'État sont vides, que les agences de bassin sont siphonnées et n'ont plus les moyens, comment de petits éleveurs vont pouvoir supporter une mise aux normes de 30 à 60 000 euros par exploitation? De plus, la façon de désigner ces zones sans concertation avec les agriculteurs pose problème. Ainsi, la commune d'Ambialé, à cause d'une parcelle non agricole de 2000 m² située sur le mauvais bassin versant, voit ses 3500 hectares impactés. C'est un exemple parmi d'autres, injuste et incompréhensible. Alors, même que les agriculteurs, ceux qui nous nourrissent chaque jour, ont connu un été très difficile, avec une pluviométrie exceptionnelle, l'embargo russe et les effets de la crise économique qui se font ressentir plus que jamais, je vous demande si, malgré la grogne de nos campagnes, vous entendez maintenir ce funeste plan et par quel dispositif vous comptez accompagner ces éleveurs pour leur éviter d'aller vers la faillite. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, sur la question de la directive nitrate, vous avez évoqué des conjonctures actuelles difficiles pour l'agriculture. Je voudrais vous rappeler que ce sujet ne date pas d'aujourd'hui, il date de 2010, que cette condamnation qui a été reportée avec la saisine de la Cour de justice a eu lieu au mois de septembre de cette année. Il fallait donc trouver une solution pour répondre à des questions qui étaient posées par la Commission européenne sur l'application d'une directive, je le rappelle, signée il y a bien longtemps. Pour les zones vulnérables, les critères qui ont été utilisés ont été discutés. Et en même temps, nous le savons aujourd'hui, sur les critères en particulier à l'eutrophisation de l'eau, il y a des expertises scientifiques que nous avons demandées et nous engagerons avec la nouvelle Commission une discussion sur ces bases de critères scientifiques qui pourront, le cas échéant, modifier les cartes telles que nous les avons dessinées à l'heure actuelle. Deuxième point, vous évoquez la question de l'élevage. Et vous considérez que, parce que les zones vulnérables sont ce qu'elles sont, automatiquement derrière, il y a des investissements. Vous avez évoqué même la couverture de toits d'effluents d'élevage. Ça ne correspond en rien à une nécessité liée à la question des nitrates. Ce qu'il faut qu'on fasse à partir de là, c'est éviter tout au maximum les investissements. Et lorsqu'ils seront nécessaires, c'est aider l'élevage à investir et surtout à moderniser les exploitations. J'ajouterai un point. On a raisonné exploitation par exploitation depuis longtemps. Je souhaite, et avec Ségolène Royal, ouvrir un débat sur le lien entre la méthanisation et un stockage plus collectif des effluents d'élevage qui évitera comme ça de dépenser de l'argent public élevage par élevage et qui garantira la pérennité du stockage pour toutes les exploitations. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Sylvain Berrios. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. La réforme des rythmes scolaires repose sur l'obligation de 5 matinées de cours par semaine dès la maternelle. À la rentrée, vous avez traîné des maires devant les tribunaux parce qu'ils refusaient la mise en place d'une matinée d'école supplémentaire. Or, le 25 septembre dernier, l'Éducation nationale s'est affranchie de cette contrainte après seulement un mois de rentrée en décidant de fermer les écoles pour les enfants à raison de 4 matinées par an afin de permettre la tenue d'une consultation des enseignants. Dans de nombreux rectorats, la date de la première matinée de fermeture des écoles a été arrêtée le lundi 13 octobre, sans mise en place du service minimum d'accueil. Qui va donc organiser et payer l'accueil des enfants? Prenons l'exemple de ma commune, à Saint-Maur-des-Fossés, où la plupart des parents font 1 heure de trajet le matin et 1 heure de trajet le soir en RER pour se rendre au travail. Croyez-vous qu'ils puissent poser une demi-journée un lundi matin pour garder leur enfant et arriver à 15 heures au travail pour en repartir à 18 heures? Mais dans quel monde vit ce gouvernement dit normal? Dans le Val-de-Marne, nous avons été un certain nombre de parlementaires à signer une lettre restée sans réponse demandant le report de cette demi-journée. L'ensemble des syndicats s'est prononcé contre cette demi-journée.
Les fédérations de parents d'élèves ont déposé une requête en référé pour annuler la décision de la rectrice. Pourtant, dans un courrier adressé au président de l'association des maires, vous avez indiqué être attentive aux problèmes rencontrés. Alors, Madame la Ministre, je vous demande de donner des instructions fermes au recteur afin que cette journée de consultation le 13 octobre soit reportée un mercredi ou un samedi matin. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Les mois qui viennent, l'année qui vient, est une année charnière pour la réforme de l'école. Pas par plaisir de réformer, mais simplement parce que nous avons un petit problème de performance scolaire, je pense que vous l'aurez noté, et qu'il y avait notamment la nécessité de revoir ce qu'on appelle le socle commun de connaissances, compétences et culture, c'est-à-dire, pour le dire autrement, ce que tous les élèves de France doivent avoir maîtrisé à la fin de leur scolarité obligatoire. Ça n'est pas un petit sujet, d'autant que de là découlent ensuite les programmes année par année. Ce grand sujet, cet immense sujet, nous avons décidé de ne pas le réformer ou l'adopter à la sauvette, à la va-vite, du haut pour l'imposer ensuite sur le bas, comme ça a été fait par le passé. Nous avons donc décidé d'associer à la réflexion tous ceux qui seront amenés à appliquer ce socle commun, à savoir les personnels de l'éducation eux-mêmes. C'est vrai, plus de 800 000 personnels d'éducation, d'enseignement et d'encadrement vont être consultés. L'idée, c'est qu'ils puissent travailler ensemble, en équipe, pour répondre à ce que doit être ce nouveau socle. Pour ce faire, nous avons banalisé une demi-journée pour qu'ils puissent y travailler, y compris avec les personnels municipaux. Je pense aux ADSEM qui sont concernés par l'éducation des enfants. Cette demi-journée banalisée, ce n'est pas la première fois qu'elle se pratique, vous êtes fort bien placé pour le savoir. Je vous renvoie par exemple au débat autour de la réforme Tello ou alors la réforme des lycées. À chaque fois, la demi-journée banalisée sous la droite ou sous la gauche s'est pratiquée. Il faut le faire de façon exceptionnelle, je suis d'accord, et c'est la seule fois que nous le ferons cette année, de cette forme-là en tout cas, sur du temps scolaire. J'ai conscience, je vous réponds, que ça peut causer des difficultés aux élus et aux parents, et c'est la raison pour laquelle, dans certaines académies où les difficultés sont très prégnantes, j'ai demandé au recteur de revoir avec l'ensemble des acteurs locaux une date qui convienne à tous. Plusieurs académies ont d'ailleurs modifié leur date après les avoir consultées. Je sais que c'est le cas de la vôtre, pour avoir eu la rectrice de votre académie, et donc je ne doute pas que nous trouverons une date qui convienne à tout le monde. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Guillaume Garot. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Depuis la crise de la vache folle, le lien de confiance entre les Français et leur alimentation s'est distendu. Et récemment, la fraude des lasagnes à la viande de cheval n'a pas arrangé les choses. Nous devons néanmoins rester fiers de notre gastronomie, parce que c'est une image très forte pour tirer nos exportations agroalimentaires. Alors, la filière agricole et agroalimentaire, qui emploie plus d'1 million de personnes dans notre pays, a déjà fait, il faut le reconnaître, de réels efforts pour assurer la qualité de nos produits. Mais il est possible de faire mieux pour que chacun ait accès à une alimentation qui soit saine et qui soit sûre. C'est une question, à mon sens, de justice sociale. De la même façon, il est parfaitement légitime que les consommateurs soient mieux informés sur ce qu'ils mangent par un étiquetage qui doit être le plus clair possible. Alors l'enjeu, aujourd'hui, c'est de mieux produire et aussi, bien évidemment, de mieux se nourrir. Mais c'est aussi de moins gaspiller. Et il faut, en effet, accélérer, généraliser la lutte contre le gaspillage alimentaire, comme le souhaite la ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, pour diviser par 2 le gâchis alimentaire d'ici 2025, alors que chaque Français jette entre 20 et 30 kilos de nourriture chaque année. Monsieur le ministre, vous avez présenté ce matin au Conseil des ministres les orientations pour la politique de l'alimentation. Pouvez-vous nous dire quels leviers vous envisagez d'actionner pour que le modèle français de l'alimentation soit plus que jamais celui de l'excellence pour notre bien-être, mais aussi pour nos emplois? Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, Monsieur le ministre, je voudrais répondre d'abord sur la présentation du plan national sur l'alimentation. 4 objectifs ont été fixés. Celui lié à la justice sociale et l'accès de tous à l'alimentation.
Et je voudrais rappeler ici l'engagement qui a été celui du président de la République et du gouvernement pour défendre le plan d'aide aux plus démunis à l'échelle européenne qui permet aujourd'hui à des associations de poursuivre le travail pour l'accès à l'alimentation. Deuxième objectif, c'est la question de l'éducation. Ça s'est fait avec un programme et des projets sur la diversification de l'alimentation et l'utilisation de tous les recours nécessaires pour que, dans les écoles, on ait des produits d'origine française et diversifiés. Je pense en particulier aux fruits. Troisième axe, c'est celui de la lutte contre le gaspillage. Monsieur le député, monsieur le ministre, vous aviez engagé un grand travail sur ce sujet. Il se concrétise aujourd'hui, à la fois par les accords qu'on a passés avec un certain nombre d'industriels, avec l'engagement aussi des chefs et de la restauration collective à limiter un gaspillage qui existe aujourd'hui, qui est autour de 20 kilos par ménage, par an, et qui doit être une cause commune et collective. Et quatrième axe, et ça c'est très important, c'est le fait qu'on territorialise l'offre et la demande au niveau alimentaire. Dans la restauration collective aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est qu'on importe plus de 70% de ce que nous consommons. On va donc développer, sur la base des plateformes qu'on avait mises en place, des systèmes de connexion entre les offres agricoles et maraîchères localement dans les départements et les besoins liés aux cantines scolaires, aux hôpitaux et aux maisons de retraite, parce qu'il y a là un gisement et une demande qui doit être satisfaite par des produits français. Vous avez évoqué la crise de la vache folle. Nous avions mis en place Viande de France. Aujourd'hui, ces viandes de France, qui sont de qualité, doivent être disponibles dans toute la restauration collective. C'est ça l'enjeu de ce plan national pour l'alimentation. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Alain Marceau. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense et j'y associe mon excellent collègue, Monsieur Frédéric Poisson. En décembre 2013, les autorités d'Arabie saoudite ont proposé à la France de mettre en place un financement de 3 milliards de dollars afin d'équiper l'armée libanaise, comme vous le savez, Monsieur le ministre. Cette opportunité était présentée pour la France comme un bon moyen de relancer son industrie d'armement, pour l'Arabie saoudite de montrer sa bonne volonté, d'une part, à l'égard de notre industrie, mais aussi, d'autre part, à l'égard du Liban, afin qu'il puisse enfin moderniser sa défense nationale. Or, depuis cet accord, il ne s'est rien passé. Aucune arme n'a été livrée, alors même que l'armée libanaise doit faire face à une offensive djihadiste sans précédent de l'État islamique sur la frontière est de la Bekaa. Les engins blindés et missiles obsolètes ne permettent pas une résistance efficace de la part de cette armée. Les hélicoptères de combat envisagés dans la livraison font cruellement défaut. Dans cette offensive, le Liban joue peut-être la survie de son modèle et, en tout état de cause, sa sécurité, à laquelle nous sommes, je pense, ici tous attachés. La population libanaise ainsi que nos 25 000 compatriotes qui vivent entre Beyrouth et Tripoli et Saïda nous font part quotidiennement de leurs interrogations et inquiétudes. Je suis aujourd'hui leur interprète auprès de vous, Monsieur le ministre de la Défense. Quelles sont les raisons pour lesquelles le processus de l'accord et de livraison semble être stoppé? On nous parle d'une commission jugée excessive par la partie saoudienne. Les autorités françaises sont légitimement dans l'attente d'une réponse saoudienne qui tarde à venir. Pourquoi? Alors que ce processus doit être réactivé, sous quel délai, Monsieur le ministre, peuvent être envisagées les premières fournitures d'armes compte tenu de l'urgence de la situation à Beyrouth? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain Marceau, merci de cette question. Vous avez rappelé avec raison qu'à la fin de l'année dernière, le roi Abdallah d'Arabie saoudite a exprimé l'intention de demander à la France de fournir aux forces armées libanaises des matériels militaires pour un montant de 3 milliards de dollars. Pour répondre à cette initiative, la France a développé un plan d'équipement que vous avez évoqué, qui devrait permettre aux forces armées libanaises d'avoir des moyens nouveaux, à la fois des moyens terrestres, aéroterrestres et navals. Et c'est une nécessité. Vous avez raison de souligner le fait que les forces armées libanaises constituent, devant les menaces de sécurité qui existent dans ce pays, le dernier rempart de sécurité, au-delà des divisions confessionnelles qui traversent ce pays en raison de l'afflux de réfugiés, et y compris par ailleurs des attaques de Daesh. On l'a vu cet été avec l'attaque de la ville d'Ersal. Depuis lors, pour être très précis avec vous, puisque vous me le demandez avec raison,
Ce projet a été validé par la France et ce projet a été validé avec les forces armées libanaises en prenant en compte les différentes demandes qui ont été exprimées, en particulier par le chef d'état-major des FAL, le général Kawadji. Comme il s'agissait d'un projet complexe, associant plusieurs entreprises françaises, nous avons également construit un schéma contractuel qui vient d'être validé par les autorités saoudiennes. En conséquence de quoi, tous les travaux sont terminés et le président de la République a indiqué hier à M. Hariri que les conditions étaient désormais remplies pour la finalisation de ce projet. Donc, ce projet est particulièrement crucial, nécessaire, indispensable pour la sécurité du Liban, va être mené à son terme. Le gouvernement y est particulièrement attaché et nous avons déjà commencé à agir en permettant aux forces armées libanaises de rénover une partie de leur parc aéroterrestre d'hélicoptères. La parole est à Madame Régine Poveda. Ma question s'adresse à Monsieur Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Aider la jeunesse, c'est donner un horizon à toute la France, à toute notre société. C'est par ces mots que le président de la République a réaffirmé la priorité donnée à la jeunesse au cours de ce quinquennat. Le gouvernement mène une politique volontaire pour notre jeunesse. Face aux difficultés à trouver un emploi, à se loger, à se faire entendre, une partie de la jeunesse est dans le doute. Notre majorité a voulu répondre aux principales préoccupations des jeunes. Pour l'emploi, dès 2012, nous avons mis en place des emplois d'avenir, les contrats de génération. Depuis un an, certaines missions locales expérimentent la garantie jeune pour accompagner les plus précaires, les plus éloignés de l'emploi vers leur insertion professionnelle. Les missions locales du Lot-et-Garonne et plus particulièrement celles de Marmande ont été pilotes de ce dispositif qui aujourd'hui concerne 468 jeunes dans le département. Ce dispositif a déjà permis l'embauche ou l'engagement dans une formation de la plupart de ces jeunes. Je sais, Monsieur le ministre, que vous soutenez tous les acteurs locaux qui s'engagent pour les jeunes dans notre pays. Missions locales, élus, collectivités, entreprises, associations. De plus, sur la question du logement, le gouvernement a tenu sa promesse de généraliser la caution pour tous les étudiants boursiers. L'État se portera garant pour eux. L'engagement citoyen des jeunes est également au cœur de notre politique grâce au service civique qui favorise la mixité sociale, la citoyenneté, l'action dans le bénévolat. Cette mesure doit être confortée. Alors que le président de la République se rend aujourd'hui à Milan pour un sommet européen sur l'emploi, des mesures portées par notre président vont être annoncées. La jeunesse de France et d'Europe a besoin de notre engagement. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, apporter des précisions sur la pérennisation des actions déjà engagées et sur les actions européennes envisagées? Merci. La parole est à Monsieur Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Madame la députée Poveda, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je tiens tout d'abord à vous féliciter, Madame Poveda, pour votre première question et vous allez subir ma première réponse. Vous avez raison de dire que la mobilisation est nécessaire pour la jeunesse. De nombreux jeunes ne croient plus au pouvoir public pour améliorer leurs conditions et nous ne pouvons pas nous en satisfaire. C'est donc avec beaucoup de volonté et de détermination que je reprends le flambeau de la jeunesse, pour ainsi dire, mais un flambeau derrière lequel je sais pouvoir compter sur l'ensemble de mes collègues du gouvernement, avec le suivi des emplois d'avenir, comme vous l'indiquez, mais aussi des bourses étudiantes revalorisées, la mise en place d'une garantie locative ou le développement du programme Erasmus+, nous travaillons pour la jeunesse de ce pays. Et nous voulons par-dessus tout que tous les jeunes aient une solution d'emploi ou de formation. C'est notamment l'objet de la garantie jeune que vous évoquez à juste titre. Elle permet à des jeunes qui n'ont aucun diplôme, aucun réseau, aucune expérience, de mettre un pied à l'étrier, de se professionnaliser. Ils sont 10 000 à bénéficier de ce dispositif. Dès 2014, ils seront 50 000 l'an prochain et 100 000 en 2017. Autre objectif primordial, l'apprentissage, modalité d'insertion très efficace qui sera portée à 500 000 apprentis à la fin de ce mandat. Le président de la République lui-même est en ce moment à Milan pour négocier l'enveloppe européenne de crédits alloués à la lutte contre le chômage des moins de 25 ans. La France est en pointe sur ce sujet et entend bien le rester avec le programme Initiative Emploi Jeunesse
qu'il faut renforcer sur le plan financier, qu'il faut prolonger jusqu'en 2020. Nous voulons que la jeunesse puisse s'engager et vivre des expériences exaltantes, enrichissantes, qui la forment et la forgent. C'est aussi l'objet du service civique avec 100 000 engagements en 2017. Madame la députée, vous constaterez que la priorité jeunesse n'est pas un slogan, mais une préoccupation permanente du gouvernement de Manuel Valls. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.